Bamako a connu l'un de ces instants, l'un de ces moments qui figent une génération, l'un de ces jours que les Maliens ne pourront jamais effacer de leur mémoire collective. Ce jour-là, le cercueil d'un homme d'État, le cercueil d'un général, le cercueil du ministre de la Défense du Mali, le colonel Sadio Camara, a été déposé en terre. Et avec lui, une partie de l'âme du Mali semblait descendre aussi dans ce trou creusé par le destin. Mais avant de vous parler de l'enterrement, avant de vous parler de ces milliers de visages en larmes, avant de vous parler de ce peuple malien debout malgré la douleur, il faut revenir sur ce qui a conduit à ce deuil. Il faut remonter aux premières heures de cette tragédie. Il faut comprendre ce qui s'est passé vraiment. Parce que la vérité dans cette affaire est bien plus complexe que ce que la plupart des médias ont voulu vous faire croire. Et cette vérité, je vais vous la donner telle qu'elle est, sans filtre, sans détour, avec tout le respect que mérite la mémoire d'un homme qui a donné sa vie pour son pays. Sadio Camara n'est pas mort d'une maladie. Sadio Camara n'est pas mort dans son lit après une longue nuit de repos. Sadio Camara est mort parce que quelqu'un a voulu qu'il meure. Parce que quelqu'un, ou plutôt plusieurs personnes, ont décidé que cet homme constituait un obstacle. Un obstacle à quoi? À l'effondrement du Mali, à la déstabilisation de cette nation que ses ennemis regardent depuis des années avec une jalousie froide et calculée. Sadio Camara est mort parce qu'il savait trop de choses, parce qu'il voyait trop loin, parce qu'il était trop proche de la vérité sur ce qui se tramait dans les coulisses de cette guerre qui ravage le Sahel. Pour comprendre la mort de Sadio Camara, il faut d'abord comprendre qui était Sadio Camara. Pas le personnage public, pas le colonel en uniforme qu'on voit dans les photos officielles. Non, il faut comprendre l'homme de l'ombre, celui qui travaillait en silence pendant que les autres faisaient du bruit. Sadio Camara était le ministre de la Défense du Mali sous la transition dirigée par le colonel Assimi Goïta. Et en tant que ministre de la Défense, il se trouvait au centre de toutes les décisions stratégiques du Mali. Il connaissait les alliances, les ennemis, les traîtres, les informateurs. Il connaissait les noms, les visages et les plans. Il était, pour ceux qui veulent la destruction du Mali, le premier homme à éliminer. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Ce que les grands médias internationaux n'ont pas voulu vous dire. La mort de Sadio Camara n'était pas le produit d'un attentat isolé réalisé par un groupe rebelle en manque de moyens, non. La mort de Sadio Camara était le résultat d'un plan soigneusement élaboré, minutieusement préparé, impliquant des acteurs qui ne sont pas des acteurs ordinaires, des acteurs qui opèrent depuis des capitales lointaines, des acteurs qui portent des costumes et des cravates le jour, mais qui financent des terroristes la nuit. Et je ne vous dis pas ça pour vous choquer. Je vous dis ça parce que les preuves existent, parce que les rapports existent, parce que les renseignements maliens ont travaillé d'arrache-pied pour mettre au jour ce qui se cache derrière cette attaque sanglante du 25 avril 2026. Ce jour-là, un véhicule piégé conduit par un kamikaze a visé directement la résidence du ministre de la Défense. C'était une opération ciblée, précise, chirurgicale. Le genre d'opération qu'on ne réalise pas sans intelligence, sans renseignement, sans quelqu'un à l'intérieur qui a donné les informations nécessaires. Quelqu'un qui savait où vivait Sadio Camara, quelqu'un qui savait ses habitudes, ses horaires, les accès à sa résidence. Et cette réalité-là, elle est terrifiante, parce qu'elle signifie que l'ennemi du Mali n'est pas seulement à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur. Il se promène parmi les Maliens. Il prend son café le matin comme tout le monde. Et la nuit, il transmet des informations à ceux qui veulent voir Bamako en flammes. C'est ce qu'on appelle une trahison de l'intérieur. Et les Maliens le savent, les forces armées maliennes le savent. Et c'est précisément pour cette raison que l'enquête qui a suivi la mort de Sadio Camara n'est pas une enquête ordinaire. C'est une traque contre les traîtres internes, contre les collaborateurs de l'ombre, contre ceux qui ont vendu leur pays pour des miettes d'argent étrangers. Et cette traque, elle a déjà commencé. Elle ne fait que commencer d'ailleurs. Parce que la mort de Sadio Camara n'a pas affaibli la transition malienne, elle l'a au contraire galvanisée. Elle a donné à Assimi Goïta et à ses hommes une détermination nouvelle, une colère froide et contrôlée, le genre de colère qui produit des résultats. Mais revenons au jour de l'enterrement. Parce que ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose que la caméra a capturé, quelque chose que les Maliens n'oublieront jamais. La tristesse, oui, mais aussi une fierté, une dignité, une unité. On a vu des milliers de Maliens envahir les rues pour accompagner leur ministre en dernier voyage. On a vu des soldats en larmes tenir leur position avec honneur.
On a vu des femmes âgées lever les mains au ciel dans une prière silencieuse. On a vu un peuple qui refuse de plier, qui refuse de se laisser écraser par la douleur, qui transforme son deuil en carburant pour continuer le combat. Et Assimi Goïta lui-même était là, le visage grave, les yeux portant le poids de cette perte. Parce que Sadio Camara n'était pas seulement son ministre, il était son frère d'armes. Il était l'un des piliers de cette révolution silencieuse que le Mali est en train de vivre. Et sa perte crée un vide que personne ne pourra vraiment combler de sitôt. Mais dans les yeux d'Assimi Goïta ce jour-là, on ne lisait pas la défaite. On lisait la promesse que cette mort ne resterait pas sans réponse, la promesse que le Mali se relèverait et que ceux qui ont commandité cet assassinat paieraient le prix de leurs crimes. Maintenant, il y a une question que beaucoup de gens se posent depuis que cette tragédie s'est produite. Une question légitime, une question qui mérite une réponse honnête. Cette question, la voici. Est-ce que Sadio Camara a été ciblé parce qu'il était ministre de la Défense ou est-ce qu'il a été ciblé pour une raison plus profonde, plus personnelle, plus politique? Et la réponse à cette question nous amène directement à quelque chose que beaucoup n'ont pas encore compris. Quelque chose qui touche à la fois à la nature de cette guerre et au jeu d'intérêts qui se cachent derrière elle. Sadio Camara, depuis son arrivée au ministère de la Défense, s'était engagé dans une politique très claire. Rompre avec les dépendances anciennes. Rompre avec les partenaires qui, sous couvert d'aide et de coopération, dictaient en réalité les choix stratégiques du Mali. Il avait participé activement à la réorientation des alliances maliennes vers de nouveaux partenaires. Il avait été l'un des architectes de la nouvelle posture sécuritaire du Mali. Et ça, certaines puissances étrangères ne pouvaient pas le tolérer. Parce que quand un pays africain décide souverainement de choisir ses partenaires, quand il décide de ne plus subir, quand il décide de se battre pour ses propres intérêts, il devient automatiquement une menace pour ceux qui profitaient de sa faiblesse. Et c'est là que la tragédie de Sadio Camara prend toute sa dimension géopolitique. Il ne s'agit pas seulement d'un homme assassiné, il s'agit d'un symbole, il s'agit d'un message. Le message de ceux qui ont commandité cet attentat est simple. Vous pouvez changer vos alliés, vous pouvez changer votre gouvernement, vous pouvez changer votre direction politique. Mais nous ne changerons pas. Nous continuerons à vous frapper. Nous continuerons à vous déstabiliser jusqu'à ce que vous reveniez dans le rang. Ce message-là, le Mali a décidé de ne pas l'écouter. Et c'est peut-être la plus belle réponse qu'un peuple puisse donner à ceux qui veulent le voir à genoux. Avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Quelque chose que les médias occidentaux ne vous diront jamais parce que ça ne sert pas leurs intérêts. Le Mali est un pays immense, extraordinairement immense. Sa superficie dépasse largement celle de nombreux pays européens réunis. Et quand vous regardez cette carte, quand vous réalisez l'étendue de ce territoire, vous commencez à comprendre le défi colossal auquel fait face Assimi Goïta et les forces armées maliennes. Sécuriser un tel territoire, c'est un défi que même des armées bien plus puissantes auraient du mal à relever. Et pourtant, le Mali tient, le Mali résiste, le Mali avance. Les forces armées maliennes opèrent dans des conditions que beaucoup d'armées dans le monde n'accepteraient même pas d'envisager. Des températures extrêmes, des terrains impossibles, des lignes de ravitaillement étirées à l'extrême, des ennemis qui connaissent chaque recoin du désert. Et pourtant, malgré tout ça, les soldats maliens continuent à patrouiller, à sécuriser, à protéger les populations civiles. Ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont. Et leur mieux, ces dernières semaines, a produit des résultats que personne n'attendait. Des résultats qui ont étonné même les analystes les plus sceptiques. Mais on y reviendra dans un moment. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est ceci. La mort de Sadio Camara s'inscrit dans un contexte de guerre totale contre le Mali. Pas une guerre entre le Mali et des groupes terroristes isolés. Non, une guerre entre le Mali souverain et un ensemble d'acteurs, certains visibles, d'autres dans l'ombre, qui refusent que ce pays soit libre et fort. Et dans cette guerre, chaque attentat, chaque attaque, chaque assassinat a une double fonction. La première fonction est pratique, éliminer un acteur clé. La deuxième fonction est psychologique, terroriser, démoraliser, faire douter. Mais ce que ces acteurs n'ont pas prévu, c'est que le Mali ne doute pas, que le Mali ne se laisse pas démoraliser, que chaque tentative de l'écraser le rende au contraire plus fort, plus uni, plus déterminé. Et il y a quelque chose que les familles, les Maliennes, les mères, les pères, les enfants qui regardent la situation de leur village et de leur quartier ont bien compris.
Ils ont compris que cette guerre n'est pas une guerre entre Africains. Ce n'est pas une guerre entre le Mali et les Touaregs. Ce n'est pas une guerre entre le Mali et les Peuls. Ce n'est pas une guerre entre le Mali et ses voisins. C'est une guerre instrumentalisée. Une guerre où des mains étrangères manipulent des acteurs locaux pour atteindre des objectifs qui dépassent largement les frontières du Mali. Et une fois qu'on comprend ça, on regarde toute la situation différemment. On cesse de voir des ennemis là où il y a des victimes d'une manipulation extérieure. Et on commence à chercher les véritables responsables là où ils se trouvent vraiment. Je vais vous dire quelque chose de personnel maintenant. Je reçois des messages chaque semaine de personnes qui me demandent pourquoi je parle autant de l'Afrique, pourquoi je passe autant de temps à analyser ces situations. Et ma réponse est toujours la même. Parce que ce qui se passe en Afrique nous concerne tous. Tous. Que vous soyez africain, français, américain, peu importe. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui dessine le monde de demain. Et si on laisse l'Afrique être détruite, si on laisse ses guerres dévorer ses ressources, ses talents, ses jeunes, c'est l'humanité entière qui en payera le prix. Alors oui, je parle du Mali. Oui, je parle de Sadio Camara. Oui, je parle de ces guerres invisibles. Parce que ce silence-là, ce silence de ceux qui devraient être informés, est lui-même une forme de complicité. Et justement, en parlant de complicité, il y a une information que je dois vous donner. Une information qui, quand je l'ai reçue, m'a laissé sans voix pendant plusieurs secondes. Une information que les renseignements maliens ont confirmée et qui va changer votre façon de voir cette attaque du 25 avril. Parce qu'il s'avère que dans les heures qui ont précédé cette attaque massive, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui prouve que l'ennemi du Mali ne porte pas seulement des kalachnikovs et des gilets explosifs. L'ennemi du Mali parle aussi d'autres langues. Des langues que personne n'aurait imaginé entendre dans les communications interceptées sur le terrain malien. Mais avant de vous révéler ce qui a été intercepté, avant de vous donner les détails de cette révélation, je veux vous parler d'un autre aspect de cette guerre. Un aspect que beaucoup oublient parce qu'il était moins spectaculaire que les explosions et les attaques. Je veux vous parler de la guerre médiatique, parce que cette guerre-là, elle est peut-être la plus dangereuse de toutes. Et elle se livre chaque jour sur vos écrans, dans vos fils d'actualité, dans les titres de ces grands médias qui prétendent vous informer alors qu'ils vous façonnent. Quand l'attaque du 25 avril s'est produite, qu'est-ce que les grands médias ont fait? Ils ont immédiatement répandu un récit soigneusement construit, un récit qui disait en substance, voilà, le Mali est en train de s'effondrer, les forces armées maliennes sont en déroute, la transition ne tient plus, Assimi Goïta a perdu le contrôle. Ce récit était partout, sur les chaînes françaises, sur les médias américains, sur les sites d'information qui se présentent comme des références. Et des millions de personnes, sans vérifier, sans recouper, ont absorbé ce récit comme une vérité. Mais voici ce que ces médias ont omis de vous dire. Voici ce qu'ils ont volontairement passé sous silence. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, les forces armées maliennes ont réagi avec une rapidité et une efficacité remarquables. Les insurgés qui pensaient profiter de la confusion n'ont pas trouvé devant eux une armée désorganisée. Ils ont trouvé une armée prête, une armée qui a répondu coup pour coup, position par position, avec une maîtrise tactique qui a surpris même ses ennemis. Et le résultat de cette réponse, on allait le voir dans les jours suivants, avec la reprise de villes stratégiques et la neutralisation de nombreux combattants ennemis. La guerre médiatique contre le Mali fonctionne toujours de la même manière. On amplifie les revers, on minimise ou on occulte les succès, on donne la parole aux voix les plus critiques envers la transition, et on fait taire ou on ignore les voix qui témoignent d'une autre réalité. Cette asymétrie dans le traitement de l'information n'est pas un accident. Ce n'est pas une question de manque de professionnalisme journalistique. C'est une politique. C'est un choix délibéré, parce que certains acteurs ont tout intérêt à ce que le monde perçoive le Mali comme un pays qui s'effondre. Parce que si le Mali s'effondre dans l'opinion mondiale, il sera plus facile de justifier certaines interventions, certaines pressions, certains abandons. Et c'est là que vous entrez en scène. Vous qui regardez cette vidéo, vous qui cherchez une information honnête, complète, non tronquée. Votre rôle, c'est de partager, c'est de faire circuler ces informations, c'est de rompre ce monopole de la désinformation, parce que la vérité sur le Mali ne circulera pas d'elle-même dans les grands médias. Elle doit circuler par nous, par vous, par ces millions de personnes qui refusent d'être manipulées. Donc revenons à Sadio Camara. Revenons à cet homme dont on parle depuis le début de cette vidéo.
Revenons à ce colonel, ce général, ce ministre, ce frère d'armes que le Mali a perdu le 25 avril 2026. Il y a quelque chose d'important à savoir sur la manière dont il est mort. Pas seulement le comment, le véhicule piégé, le kamikaze, mais le pourquoi profond, le contexte dans lequel cette mort s'est produite. Parce que comprendre le pourquoi profond, c'est comprendre toute la mécanique de cette guerre. Et comprendre cette mécanique, c'est commencer à voir les solutions. Sadio Camara était au cœur de la réorganisation sécuritaire du Mali. Il était l'homme qui, au quotidien, gérait les relations avec les nouveaux partenaires stratégiques du pays. Il était l'homme qui assurait la coordination entre les différentes branches des forces armées. Il était l'homme qui détenait les informations les plus sensibles sur l'état réel de la menace terroriste au Mali. Et cela, pour ceux qui veulent que le Mali soit vulnérable, était intolérable. Un homme comme Sadio Camara dans ce poste était leur plus grand cauchemar, parce qu'il rendait le Mali plus fort. Et un Mali fort, c'est un Mali qu'on ne peut plus manipuler. Voilà pourquoi sa mort n'est pas un dommage collatéral. Voilà pourquoi son assassinat n'est pas une bavure de guerre. C'est un acte délibéré de décapitation stratégique. On a visé la tête, on a visé l'intelligence, on a visé la capacité de planification et de coordination du Mali. Et ceux qui ont fait ça savent exactement ce qu'ils ont fait. Ils connaissent la valeur de l'homme qu'ils ont éliminé. Et c'est précisément pour ça que cette mort mérite d'être analysée avec toute l'attention qu'elle mérite. Pas comme un simple fait divers, pas comme une attaque terroriste de plus dans un pays habitué à la violence, mais comme un acte de guerre à part entière, avec toutes ses conséquences géopolitiques. Paragraphe 2. Environ 4400 mots. Maintenant parlons d'une réalité que peu de commentateurs osent aborder franchement. Parlons du fait que le Mali est un pays d'une immensité qui dépasse l'entendement de ceux qui n'ont jamais regardé sa carte avec attention. Quand vous voyez cette carte, quand vous mesurez ses distances du nord au sud, d'est en ouest, vous comprenez instantanément que le défi sécuritaire auquel fait face ce pays n'a pas d'équivalent dans la région. Aucun. Et pourtant, il y a des gens confortablement installés dans leurs studios de télévision à Paris, à Washington, à Londres, qui ont l'audace de dire que le gouvernement malien échoue, qui ont l'audace de pointer du doigt Assimi Goïta comme si lui et ses hommes ne faisaient pas l'impossible chaque jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Gouverner et sécuriser le Mali, ça veut dire couvrir plus de 1,2 million de kilomètres carrés. Ça veut dire déployer des troupes sur des terrains qui vont du désert du Sahara au nord aux forêts et plaines du sud. Ça veut dire maintenir des lignes de communication sur des routes qui n'existent parfois que dans les cartes, pas dans la réalité. Ça veut dire affronter des groupes armés qui se fondent dans les populations locales, qui utilisent les villages comme boucliers humains, qui disparaissent dans les dunes et réapparaissent là où on ne les attend pas. Ça veut dire tout ça avec une armée qui monte en puissance, certes, mais qui part de loin, qui reconstruit sa capacité de fond en comble après des années de déliquescence et d'abandon. C'est en réalité une guerre par procuration, une guerre conduite depuis des salles de réunion climatisées dans des capitales étrangères, une guerre dont les soldats, les terroristes, les rebelles, les insurgés sont recrutés, armés, entraînés et guidés par des intérêts qui dépassent infiniment leurs propres motivations locales. Et pour comprendre cette réalité, il faut regarder les faits bruts. Il faut regarder ce qui s'est passé dans les jours et les semaines qui ont précédé l'attaque du 25 avril 2026. Parce qu'il y a des éléments dans cette histoire qui, quand on les met bout à bout, racontent une histoire très différente de ce que les médias dominants vous ont présenté. Des éléments qui posent des questions fondamentales sur la nature de cette guerre et sur les acteurs qui la pilotent depuis l'extérieur. Commençons par les chiffres de l'attaque du 25 avril. Les rapports font état de plus de 12 000 combattants impliqués dans les offensives coordonnées qui ont visé le Mali ce jour-là. 12 000. Prenez le temps de réaliser ce que ce chiffre signifie. Ce n'est pas un groupe d'insurgés locaux mal organisés qui décident spontanément de lancer une attaque. Mobiliser 12 000 combattants, coordonner leurs mouvements sur plusieurs fronts simultanément, attaquer des cibles aussi diversifiées que Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal en même temps, tout ça nécessite une infrastructure logistique considérable, une chaîne de commandement sophistiquée, des moyens de communication avancés et des ressources financières qui ne tombent pas du ciel. D'où vient l'argent qui a financé cette opération?
D'où viennent les armes que ces 12 000 combattants portaient? D'où vient l'intelligence opérationnelle qui a permis de cibler simultanément des sites aussi dispersés et aussi différents? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Ce sont des questions auxquelles les renseignements maliens cherchent des réponses. Des réponses qui mèneront inévitablement vers des acteurs que les médias occidentaux seront très gênés de nommer. Et justement, en parlant d'acteurs gênants à nommer, voici ce qui va changer votre regard sur cette guerre. Ce que les agences de sécurité maliennes ont découvert dans les heures et les jours qui ont suivi l'attaque va au-delà de ce que la plupart des analystes osaient imaginer. Les équipes de renseignement maliennes ont procédé à des interceptions de communication dans le cadre de leur travail de surveillance des groupes armés. Et parmi ces communications interceptées, quelque chose d'inattendu est apparu. Quelque chose qui n'aurait pas dû se trouver là. Des voix. Des voix qui ne parlaient ni le bambara, ni le tamashek, ni l'arabe, ni le haoussa. Des voix dans une langue qui ne devrait avoir aucune raison d'être présente dans les communications d'un groupe terroriste opérant dans le Sahel malien. Ces voix parlaient en italien, vous avez bien entendu. Des communications en langue italienne captées dans les réseaux de communication utilisés pour coordonner les attaques contre le Mali. Et ces communications n'étaient pas des conversations de hasard. Ce n'était pas un touriste égaré qui aurait appelé sa famille. Ces communications contenaient des instructions opérationnelles, des directives données aux combattants sur le terrain pour guider la conduite de leurs attaques. Quelqu'un, quelque part, qui parle en italien, donnait des ordres à des terroristes au Mali. Prenez le temps de laisser cette information rentrer. Laissez-la décanter, parce qu'elle change tout dans la façon dont on doit lire cette guerre. Et ce n'est pas tout, parce que l'italien n'est pas la seule langue étrangère qui a été interceptée dans ces communications. Il y avait aussi du français. Et il y avait aussi des éléments qui pointaient vers une implication ukrainienne. Oui, ukrainienne. L'Ukraine, un pays qui se bat lui-même pour sa survie contre la Russie, aurait trouvé le temps, les ressources et la motivation pour s'impliquer dans la déstabilisation du Mali. Comment expliquer ça? Eh bien, l'explication est simple quand on comprend la géopolitique globale qui se joue actuellement. Les Russes, vous le savez, sont présents au Mali aux côtés des forces armées maliennes. Ils constituent un des partenaires stratégiques clés de la transition et l'Ukraine, dans sa guerre contre la Russie, cherche à frapper les Russes partout où elle le peut, y compris en Afrique, y compris au Mali, en finançant, en équipant, en guidant des groupes qui s'opposent aux forces maliennes appuyées par les Russes. C'est une guerre dans la guerre, un conflit superposé à d'autres conflits. Et les victimes, au final, ce sont les Maliens. Ce sont les civils qui meurent dans les attaques. Ce sont les soldats maliens qui tombent sur des mines posées avec des instructions venues de l'autre bout du monde. Ce sont les familles déplacées, les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, les agricultures qui ne peuvent plus cultiver leurs terres. Et tout ça pourquoi? Pour que des puissances étrangères règlent leurs comptes en se servant du territoire et du sang malien comme terrain de jeu. La Russie a elle-même confirmé, sans le dire explicitement, l'implication ukrainienne dans ces événements. La façon dont les officiels russes ont réagi, les déclarations qui ont filtré depuis Moscou, tout indique que le Kremlin considère que l'Ukraine a joué un rôle significatif dans l'organisation de ces attaques. Et ce n'est pas la première fois que cette implication est évoquée. Rappelez-vous, il y a eu des épisodes précédents, des cas où des groupes terroristes au Sahel se sont retrouvés avec des équipements qui venaient des mêmes sources que certains matériels fournis à l'Ukraine. Des cas où des communications téléphoniques ont permis d'établir des connexions entre des réseaux de financement du terrorisme au Sahel et des acteurs impliqués dans le conflit ukrainien. Tout ça dessine un tableau complexe, troublant, qui dépasse largement les catégories simplistes dans lesquelles on essaie d'enfermer la situation malienne. Ce n'est pas une simple guerre contre le terrorisme. Ce n'est pas un simple conflit entre l'armée et des groupes séparatistes. C'est un jeu géopolitique global dont le Mali est l'un des théâtres principaux. Et comprendre ça, c'est comprendre pourquoi la mort de Sadio Camara est un événement d'une portée qui dépasse les frontières du Mali. C'est un événement qui s'inscrit dans cette guerre invisible mais réelle que se livrent différentes puissances pour le contrôle de l'Afrique. Et pendant que tout ça se passe, pendant que les voix en italien donnent des instructions aux terroristes, pendant que des financements traversent des frontières pour alimenter la violence au Mali, qu'est-ce que les grandes organisations internationales font? Qu'est-ce que l'ONU dit? Qu'est-ce que l'Union africaine dit? La réponse, dans la plupart des cas, est décevante. Parce que ces organisations, malgré leurs belles déclarations, malgré leurs résolutions et leurs réunions d'urgence,
n'ont pas réussi à mettre fin à l'ingérence étrangère dans les affaires maliennes. Elles n'ont pas réussi à nommer les responsables. Elles n'ont pas réussi à sanctionner ceux qui financent et armer les groupes terroristes au Sahel. Et cette incapacité, ce manque de volonté, ce silence assourdissant face à des preuves de plus en plus accablantes pose une question fondamentale. À qui profite le désordre au Mali? Et la réponse à cette question est la clé de compréhension de toute cette situation. Parce que le désordre au Mali profite à ceux qui veulent continuer à accéder aux ressources maliennes sans avoir à négocier des conditions équitables. Le désordre au Mali profite à ceux qui veulent empêcher l'émergence d'un bloc d'États souverains dans le Sahel. Le désordre au Mali profite à ceux qui vendent des armes, qui financent des renseignements, qui opèrent des réseaux d'influence dans un pays instable plus facilement que dans un pays stable et fort. Le désordre est un business. C'est une réalité cynique mais réelle. Et tant qu'on ne la reconnaîtra pas, tant qu'on n'osera pas nommer les acteurs qui profitent de ce business, on ne pourra pas mettre fin à cette guerre. On ne pourra pas rendre justice à Sadio Camara et à tous ceux qui sont morts pour défendre le Mali. On ne pourra pas construire la paix que le peuple malien mérite. Mais voici une chose que je veux que vous reteniez. Une chose que l'histoire de la décolonisation nous a apprise. Une chose que les peuples qui se sont libérés de l'oppression ont tous découverte à un moment ou à un autre. La résistance n'est jamais vaine. Les sacrifices ne sont jamais inutiles. Chaque vie donnée pour une cause juste s'inscrit dans la grande chaîne de la libération. Chaque combattant qui tombe laisse derrière lui quelque chose d'indestructible, quelque chose que les bombes et les balles ne peuvent pas tuer. La conscience, la mémoire, la détermination. Et au Mali, cette conscience, cette mémoire, cette détermination, elles sont plus vivantes que jamais. On a voulu tuer l'espoir au Mali en assassinant Sadio Camara. Mais on a oublié que l'espoir d'un peuple ne réside pas dans un seul homme. Il réside dans chaque femme qui cultive son champ malgré la peur, dans chaque soldat qui avance malgré les mines et les embuscades, dans chaque enfant qui apprend à lire dans une école que son instituteur a refusé de fermer, dans chaque citoyen malien qui décide ce matin-là de continuer à croire que son pays mérite mieux. C'est ça la vraie force du Mali. C'est ça ce qu'on n'arrivera jamais à détruire. Maintenant, parlons de ce qui se passe concrètement sur le terrain, parce qu'après les émotions, après l'analyse géopolitique, il faut revenir aux faits bruts. Il faut regarder ce qui s'est réellement passé sur le plan militaire dans les jours qui ont suivi l'attaque du 25 avril, parce qu'il y a une réalité sur le terrain qui contredit totalement le récit de déroute que certains médias ont voulu vous vendre. Une réalité qui mérite d'être connue. Une réalité qui mérite d'être célébrée. Ce 29 avril 2026, 4 jours seulement après l'une des attaques les plus complexes et les plus massives que le Mali ait jamais connues, une nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux maliens avant même d'être reprise par les médias officiels. Les forces armées maliennes venaient de reprendre le contrôle de Ménaka. Ménaka, cette ville stratégique du nord-est du Mali, cette ville frontalière d'une importance capitale pour le contrôle de la zone, avait été temporairement investie par des combattants djihadistes dans la confusion des attaques coordonnées. Et en 4 jours, l'armée malienne l'avait reprise. En 4 jours, 4 jours. Je veux que vous mesuriez ce que ça représente. Dans un pays de 1,2 million de kilomètres carrés, dans un contexte d'attaques multiples simultanées, dans un contexte de deuil et de choc suite à la mort du ministre de la Défense, l'armée malienne a quand même réussi à regrouper ses forces, à planifier une riposte, à l'exécuter et à reprendre une ville stratégique en 4 jours. Ce n'est pas une armée en déroute, ce n'est pas une armée désorganisée, c'est une armée qui se bat, une armée qui tient, une armée qui gagne. Et le communiqué des autorités maliennes après cette reprise était sans équivoque. Grâce à la promptitude, au professionnalisme et à la détermination des forces armées et de sécurité, les offensives ont été maîtrisées. Plusieurs terroristes ont été neutralisés. Et les desseins funestes des groupes armés terroristes ont été mis en échec. Les termes sont précis. Professionnalisme, détermination, maîtrise, ce ne sont pas des termes qu'on utilise pour décrire une armée qui perd. Ce sont des termes qui décrivent une armée qui remporte des victoires. Et ces victoires, elles sont d'autant plus significatives qu'elles arrivent dans un contexte où l'ennemi avait tout planifié pour que le Mali s'effondre, pour que les attaques simultanées créent une confusion telle que l'armée malienne ne puisse pas répondre efficacement sur tous les fronts à la fois. Ce plan a échoué, pas complètement, certes. La mort de Sadio Camara est une perte douloureuse. La reprise temporaire de certaines villes est une réalité qu'on ne peut pas effacer.
mais dans l'ensemble, l'armée malienne a tenu. Et cette résistance, dans les circonstances données, est en elle-même une victoire extraordinaire. Kidal. Ce nom va résonner dans notre analyse parce que Kidal est plus qu'une ville. Kidal est un symbole. C'était le bastion historique des séparatistes touaregs. C'était la ville que les forces maliennes n'avaient pas pu tenir pendant des années. Et en 2023, dans l'un des tournants majeurs de cette guerre, les forces maliennes et leurs partenaires russes avaient repris Kidal. Cette reprise avait été un événement historique, un moment de fierté immense pour le Mali. Et maintenant, dans le cadre de l'offensive du 25 avril, les rebelles ont tenté d'y revenir. Ils ont essayé de reprendre ce symbole, de renverser cette victoire, de restituer à Kidal sa signification de zone hors de portée de l'État malien. Et c'est là que la guerre prend toute sa dimension symbolique et politique. Parce que Kidal n'est pas seulement une question de territoire, c'est une question de récit. Si les rebelles reprennent Kidal, le récit qu'ils vendent et que leur soutien extérieur amplifie, retrouve sa crédibilité. Le récit qui dit que le Mali ne peut pas contrôler son nord, que les Touaregs ne peuvent pas être gouvernés depuis Bamako, que la sécession est inévitable. Ce récit, s'il triomphe, ouvre la voie à une fragmentation du Mali. Et une fragmentation du Mali servirait parfaitement les intérêts de ceux qui veulent voir l'Afrique divisée en petites unités impuissantes, plus faciles à exploiter. C'est pourquoi la bataille pour Kidal n'est pas une bataille locale. C'est une bataille pour l'avenir du Mali tout entier. Et c'est pourquoi les forces armées maliennes, malgré leurs pertes, malgré leurs douleurs, malgré le deuil de Sadio Camara, sont restées mobilisées. Parce qu'elles comprennent les enjeux, parce qu'elles savent ce que perdre Kidal à nouveau signifierait, et parce qu'elles ont décidé que ce scénario n'arriverait pas. Pas sous leur garde, pas pendant qu'il reste encore un soldat malien debout et capable de tenir son fusil. Je veux maintenant vous parler des FLA, les Forces de Libération de l'Azawad, parce que ce groupe, dans le cadre de cette offensive du 25 avril, a joué un rôle central qu'il est important de comprendre. Les FLA, c'est le Front de Libération de l'Azawad, les séparatistes touaregs qui rêvent de créer un État indépendant dans le nord du Mali, un État qu'ils appelleraient l'Azawad. Et cette revendication séparatiste, si elle peut s'expliquer historiquement et culturellement, les Touaregs ont leurs propres griefs, leurs propres douleurs, leurs propres récits de marginalisation. Elle a été complètement instrumentalisée par des acteurs extérieurs qui n'ont aucun intérêt pour les Touaregs en tant que peuple, qui n'ont aucun intérêt pour leur culture, leur langue, leur mode de vie, mais qui ont tout intérêt à utiliser leur frustration comme levier pour fragmenter le Mali. Et c'est l'un des aspects les plus tragiques de cette guerre. Des Touaregs maliens, des fils de ce sol, sont utilisés comme instruments d'une politique étrangère qui travaille contre les intérêts de tous les Maliens, Touaregs compris. Parce que si l'Azawad voyait le jour, si cette sécession se réalisait, est-ce que les Touaregs vivraient mieux pour autant? Est-ce que les ressources de ce territoire bénéficieraient enfin aux populations locales? Ou est-ce que les mêmes puissances extérieures qui ont armé et financé la rébellion viendraient simplement réclamer leur dû sur un territoire encore plus petit et encore moins capable de se défendre? La réponse, l'histoire nous la donne. La réponse, c'est que les peuples qui ont accepté d'être instrumentalisés par des puissances étrangères pour déstabiliser leurs propres États se sont retrouvés, au bout du compte, encore plus pauvres, encore plus vulnérables, encore plus dépendants. Et c'est peut-être pour ça que la vraie solution à cette guerre n'est pas militaire seulement. C'est aussi politique, c'est aussi social, c'est aussi économique. Il faut que le gouvernement malien, dans toute sa complexité et ses contradictions, trouve un moyen d'adresser les griefs légitimes des communautés du Nord. Il faut que les Touaregs du Mali se sentent des Maliens, pleinement maliens, avec tous les droits et toutes les dignités que ce statut implique. Ce n'est pas simple, ce n'est pas rapide, mais c'est nécessaire, parce que tant qu'il y aura des frustrations non adressées, il y aura des gens prêts à s'en saisir pour les transformer en armes. Mais cette réflexion, cette vision à long terme, elle ne peut exister que dans un Mali stable, que dans un Mali qui a d'abord réussi à repousser les forces qui veulent sa destruction. Et c'est pourquoi la priorité immédiate reste sécuritaire. C'est pourquoi les forces armées maliennes, en ce moment, font ce qu'elles font avec toute leur énergie et toute leur détermination. Parce qu'on ne peut pas construire la paix dans un pays en guerre. On ne peut pas lancer un dialogue politique sérieux sous la pression d'une offensive terroriste coordonnée. On doit d'abord stabiliser, d'abord reprendre le contrôle, d'abord montrer que l'État malien est capable de protéger ses citoyens et ensuite
Seulement ensuite vient le temps du dialogue, de la réconciliation, de la construction.